أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous lire une petite citation qui va introduire le sujet. Donc c'est un homme qui se tient droit devant le juge et le jury. Il le regarde droit dans les yeux et il dit la chose suivante. On pourra nous mener au bûcher. On pourra nous brûler vifs. Mais on ne pourra pas nous faire renoncer à nos convictions. Renoncer à un fait, simplement parce que quelqu'un de haut placé le désire, non, c'est impossible. Celui qui dit cette phrase, il s'appelle Nikolai Ivanovitch Vavilov. C'est un immense botaniste et généticien russe. Et cette phrase, il la prononce en mars 1939 lors d'un procès. Procès au terme duquel il va être accusé. Et 4 ans plus tard, il va seul, dans une cellule misérable sous le joug soviétique, mourir de faim. Donc c'est une histoire inouïe qui aboutit à ce drame. C'est une histoire assez folle et d'ailleurs il y a plusieurs grands intellectuels et en l'occurrence ici notamment des biologistes qui ont souligné à quel point c'était hallucinant. Par exemple, le prix Nobel de biologie Jacques Monod dit la chose suivante, il dit « C'est l'épisode le plus étrange et le plus navrant de toute l'histoire de la science ». Un autre biologiste connu, Jean Rostand, dira « Un délire à base d'intoxication doctrinale et idéologique ». Des journalistes et historiens écrivent dans un ouvrage qui s'attarde sur notamment ce procès, ils écrivent la chose suivante, c'est une régression unique dans les annales de la science contemporaine. Si on prend une dernière citation, le biologiste Denis Buican dira c'est la plus grande aberration rencontrée dans l'histoire des sciences de tous les temps, digne des plus sombres périodes du Moyen-Âge. Alors, ces citations montrent à quel point l'anecdote est terrible. Et donc, on va s'attarder pour savoir qui est ce monsieur Vavilov. Alors, Nikolai Ivanovitch Vavilov, comme je l'ai dit, c'est un immense généticien botaniste russe. Entre 1929 et 1931, il était président de l'Académie Lénine des sciences agronomiques, ainsi que l'Institut de recherche scientifique de l'URSS pour la culture des plantes. Et il est au top niveau scientifique, il est aussi au top niveau dans la nomenclatura soviétique, parce qu'il est membre du comité central du Parti communiste. Alors Vavilov, il est original parce qu'il avait entamé un programme unique à ce moment-là. Il sillonnait le monde, le pourtour méditerranéen, les continents américains, pratiquement toute l'Asie, une partie de l'Afrique, où il va étudier systématiquement les variétés botaniques pour enrichir notamment la collection d'un institut qu'il préside, qui est un institut qui existe encore, et qui s'appelait l'Institut pansoviétique de culture des plantes. Il va voyager dans 40 ou 50 pays en une vingtaine d'années, et il va contribuer à enrichir considérablement la collection de grains et de graines qu'il y avait dans cette banque de graines qui aujourd'hui est considérée comme la plus vieille et qui est considérée comme une des 5 plus grandes banques de graines à ce jour. Il était donc au top niveau, mais ça c'était avant de rencontrer le chemin d'un autre bonhomme qui s'appelait Lysenko. Alors qui est Lysenko ? Trofim Denisovitch Lysenko, de son nom complet, était un technicien agricole. Bon, dans les années 20, il invente une technique qu'il appelle la vernalisation. On ne va pas rentrer dans les détails, mais cette technique ne marche pas beaucoup. D'ailleurs, à la fin des années 20, lors d'un congrès sur la technique agricole, il convainc personne. Personne n'est convaincu par cette vernalisation et les soi-disant résultats des expériences qu'il amène ne sont pas concluants. Bon, ça aurait été oublié. Lysenko aurait été un bonhomme qui serait tombé dans les oubliettes de l'histoire, mais il est tombé sur un contexte propice, qui est que dans les années 30, il y a des famines répétées à cause du bouleversement économique, de la collectivisation, la nouvelle politique économique de Lénine, etc. Donc Lysenko veut absolument percer, il va se présenter comme continuateur d'un autre botaniste qui s'appelait Mitchourine. Et tous les deux, ils vont développer une espèce de vision de l'agriculture un peu intuitive, avec des techniques qui ne testent pas ou quasi pas,
En fait, ils ont des idées, ils tombent amoureux de ces idées, ils veulent les défendre à tout prix. Ce qu'ils veulent faire finalement, et surtout Lysenko, c'est faire table rase de tout ce que la génétique, la biologie ont découvert en 50, 60, 70 ans. Par exemple, et je vais faire vite sur deux ou trois grands principes qui ont été découverts à ce moment-là, qui faisaient consensus dans une grande partie du monde. Déjà, depuis 1865, on a un moine autrichien qui s'appelait Mendel, qui découvre les lois de l'hérédité en étudiant la reproduction dans les petits pois. Il se rend compte, vous connaissez peut-être ça, mais la couleur ou la texture des petits pois, ils suivent des lois dans la façon dont ça va être répercuté dans les générations ultérieures. Donc, on a également un autre généticien, botaniste scientifique des années de la fin du 19e siècle. Il s'appelle Weissmann. Et il se rend compte que ce qu'on appelle les caractères acquis ne sont pas héréditaires. C'est quoi les caractères acquis? C'est les caractères qu'on acquiert quand on vit. Par exemple, un bûcheron, il acquiert une grosse musculature. Ce n'est pas pour autant que ses enfants seront plus musclés que la moyenne. Il va en fait couper des queues de souris pendant des années. Il va se rendre compte que jamais, 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 ce caractère acquis par la souris ne va se répercuter dans les générations ultérieures. On ne comprend pas encore bien les lois de la génétique, mais donc on découvre qu'il y a des lois. Il y a des choses qui se transmettent, mais elles ne se transmettent pas par rapport à la vie qu'on a menée. Alors il y en a un autre qui s'appelle Morgan, lui est américain, c'est un immense généticien, il sera prix Nobel en 1933, et il découvre que le matériel génétique, on le retrouve dans les chromosomes. Il découvre également que les lois de Mendel marchent très bien sur les animaux. Donc tout ça forme un contexte scientifique qu'on appelle la biologie moléculaire, et c'est ça que Lysenko et Michurin veulent balayer. Donc ils sont de plus en plus populaires en fait en URSS à cette époque-là, mais dans la communauté scientifique, ils convainquent personne. Sur le terrain scientifique, en fait, ils sont pas forts. Mais Lysenko veut absolument percer, il va s'attaquer de plus en plus à Vavilov. Il va pas s'attaquer à Vavilov sur le plan scientifique, c'est-à-dire il va pas proposer des résultats dans des revues, à comité de lecture, contrôlés par des experts indépendants, non. Il va le disputer sur le terrain politique. Comment est-ce qu'il va y parvenir? Il va dire que la génétique, ce n'est pas une science socialiste. La génétique, c'est une science bourgeoise. Et à ce moment-là, en fait, il va se servir d'idées qui circulent notamment grâce à Staline, comme quoi, en fait, il y aurait différents types de sciences, et la vraie science, c'est la science prolétarienne, la science des ouvriers, la science socialiste. Et que la science qu'on développe en Europe, aux États-Unis, ça, c'est une science qui est une science bourgeoise. À ce moment-là, vous avez par exemple des intellectuels communistes qui disent il y a des arbres bourgeois et il y a des arbres prolétariens. Autrement dit, même pour l'agriculture, selon que vous soyez marxiste ou pas, vous n'allez pas développer la même chose, vous n'allez pas avoir affaire à la même réalité scientifique. Donc ils vont dire que la génétique, elle est antisocialiste, parce que dans la théorie de Marx, en gros, il y a une dialectique, il y a un changement, une thèse, une antithèse, une synthèse. L'histoire avance par des mouvements dynamiques, alors que la théorie génétique montre qu'il y a une stabilité, que certains gènes passent de génération en génération en restant. Ils vont dire également que la génétique, elle est raciste, qu'elle est nazie, puisque les eugénistes, ceux qui disent que il faut sélectionner les personnes les plus compétentes et il faut stériliser les handicapés et les criminels, comme les eugénistes se basent sur la génétique, alors la génétique est raciste. Ils vont également dire que la génétique est bourgeoise et capitaliste, puisque dans la génétique, on tient compte de la concurrence entre les animaux, la sélection naturelle entre les animaux. Or, concurrence, ça se rapproche très fort de ce qu'on entend dans les théories économiques capitalistes. Donc dans cette vision, ils vont présenter le marxisme comme une science vraie, pure. Et les autres sciences doivent s'adapter au marxisme, au socialisme. Comment est-ce qu'ils vont faire pour devenir de plus en plus populaires alors que leurs idées scientifiques ne tiennent pas la route? Ils vont parler aux médias, ils vont publier, notamment Lysenko va créer des médias, en fait, va créer des magazines dans lesquels il va lui-même publier, il va chercher des soutiens politiques, et il va profiter du contexte de famine dont je parlais tout à l'heure, à savoir que les hommes politiques ils sont confrontés au fait que le peuple a faim. Et donc lorsqu'ils entendent un homme prétendre que les travaux de Vavilov ne donnent pas de résultats escomptés, les hommes politiques tendent l'oreille à Lysenko et se disent peut-être qu'il a raison.
En effet, Vavilov, lui, il travaille sur des résultats scientifiques qui demandent du temps, qui demandent de la nuance, qui demandent des discussions, qui demandent des expériences. Là où Lysenko font, c'est du moi j'ai trouvé, c'est la vernalisation. Il suffit de prendre des graines, de le mettre dans le froid, de retourner 2-3 fois, et puis voilà, on triple et on quadruple les récoltes. Bon, les résultats ne sont pas là, mais on a envie d'y croire. Il va y avoir 2 congrès qui vont réunir des scientifiques, et notamment Lysenko, en 1936 et en 1939. Les scientifiques savent que c'est des balivernes, mais ils commencent à avoir peur du soutien politique de Lysenko. Ils vont le laisser parler parce qu'ils ont peur des représailles. En plus, il y a de plus en plus de répression contre les généticiens. Il y en a beaucoup qui commencent à être arrêtés, voire torturés, voire même exécutés. Et Lysenko assume. Il dit qu'il faut faire couler le sang pour la réussite du socialisme. Donc la génétique, elle est discréditée. La génétique en tant que discipline est considérée comme à proscrire. En 1937, à Moscou, devait se tenir le 7e congrès international de génétique. Il est purement et simplement annulé. On a un énorme généticien qui s'appelait Hermann Müller, qui est d'ailleurs un futur prix Nobel, qui le sera quelques années plus tard. Et Hermann Müller, il est proche du communisme, il se sent communiste, mais quand il voit cela, il quitte l'URSS cette année-là. Vavilov est donc arrêté en 1940. Il est condamné à mort pour participation à une organisation anti-soviétique, pour sabotage, pour espionnage. Sa peine va être commue en prison à vie et il va mourir 4 ans plus tard, complètement dystrophié par la faim. Quelques années plus tard, en 1948, il y a le congrès de l'Institut des sciences et Lysenko triomphe complètement. Partout dans le monde, des intellectuels communistes, lorsqu'ils entendent parler de ce qui se passe en URSS, vont aussi célébrer le génie de Lysenko. Et voilà, c'est un peu la fin de cette histoire un peu tragique, un peu dramatique. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que c'est possible ? Comment c'est possible qu'en URSS, mais surtout en Europe, aux États-Unis, il va y avoir des intellectuels qui sont éduqués, qui sont allés à l'université, qui parfois sont eux-mêmes biologistes, généticiens, qui sont critiques, qui ont publié des ouvrages de référence. Comment cela se fait qu'il y ait autant de gens, parce qu'il y en a eu beaucoup, ont soutenu Lysenko et ont porté crédit aux théories de vernalisation et autres balivernes de la pseudo-science de Lysenko. C'est une question qui est importante parce que Lysenko est véritablement un charlatan et il ne fallait pas grand-chose pour le découvrir. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui vont s'accrocher à lui, qui vont croire que ce qu'il dit, c'était la vérité. Donc c'est une question qui est importante. Pourquoi c'est important ? Parce que s'il y a des gens intelligents qui se laissent avoir dans quelque chose, alors ça mérite d'attirer notre attention pour que, éventuellement, nous réfléchissions à nos propres limites pour ne pas tomber dans ce piège-là. Et donc on va essayer de développer le pourquoi est-ce que ce genre de choses se passe. Figurez-vous que la plupart d'entre vous, vous devez le savoir, j'imagine, c'est que quand je regarde quelque chose avec mes yeux, quand j'entends quelque chose, quand je lis quelque chose, ces informations ne vont pas directement dans le cerveau. Il y a un filtre. Il y a un filtre entre la réalité qui se passe autour de moi et moi, ma perception, ma représentation de cette réalité. Ces informations passent à travers ce qu'on peut appeler une grille de lecture. C'est un peu comme un filtre, donc. Si vous mettez des lunettes colorées en rose, mettons, vous verrez la vie en note de rose. Les lunettes vont faire passer certaines informations, roses, mais en vont retenir d'autres. Vous ne verrez pas le bleu, le noir, le violet. Donc la grille de lecture, elle fait passer certaines informations, elle en retient d'autres, elle en grossit certains, elle amoindrit d'autres. Et donc, ce système de représentation, c'est quoi ? Cette grille de lecture, c'est quoi ? C'est notre culture, notre environnement, nos opinions politiques, religieuses, etc. Selon qui nous sommes, où nous sommes, quand nous existons, la réalité autour de nous, nous allons l'analyser à travers cette grille de lecture. Et donc, pour prendre l'exemple de Lysenko qui est donc soutenu par l'intelligentsia et les politiciens soviétiques, les intellectuels proches de la gauche communiste, ils vont se faire berner un peu partout. Même des gens extrêmement intelligents. Prenons un exemple en Grande-Bretagne. George Bernard Shaw, qui est un critique littéraire, un dramaturge, qui est un satiriste, un polémiste, quelqu'un qui ne se laisse pas compter. Et pourtant, lorsqu'il va prendre connaissance de ce qui se passe en URSS, il va dire la chose suivante.
Il va parler de la génétique. Comme je vous le disais, la génétique en URSS va être considérée comme une science bourgeoise qu'il faut rejeter, alors que la génétique donnait des résultats très solides et encore aujourd'hui, plus personne ne remet en question la pertinence de la génétique. Alors, regardez ce que Georges Bernard Shaw dit de la génétique. Il dit « Il devient tout de suite évident que c'est une doctrine qu'aucun État ne peut tolérer, et moins que tout autre, les États socialistes. Les États socialistes dans lesquels chaque citoyen doit viser à perfectionner les circonstances délibérément et consciemment, et où l'on ne peut excuser aucun réactionnaire militant et criminel sous le prétexte que ses actes ne sont pas les siens propres. » Ça peut paraître un peu flou, je vais faire l'exégèse, on va dire. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la génétique, ça ne peut pas exister dans un État, et surtout pas dans un État socialiste. Pourquoi ? Parce que quand on étudie la génétique, on se rend compte, par exemple, que ça peut influencer, je ne sais pas moi, le niveau de violence d'un individu, ça peut influencer son intelligence, la génétique, on hérite d'un patrimoine, d'un ADN, qui va faire que certains traits de nos comportements, on ne les maîtrise pas tout à fait. Or, pour un socialiste, c'est insupportable. Puisque pour un socialiste, il appelle l'égalité. Et l'égalité, ce ne serait pas possible si on était tous avec un patrimoine génétique différent. Donc Georges Bernard Shaw, il va plus loin. Il ajoute, je lis, « Le fond véritable du débat, c'est entre, d'une part, la prétention de la profession scientifique à être exemptée de toute entrave légale dans sa poursuite du savoir, et d'autre part, le devoir de l'État d'avoir la haute main sur la science dans l'intérêt général, de même qu'il a la haute main sur toutes les autres activités. » Voilà, fin de citation. Et alors, c'est quand même extrêmement grave ce qu'il vient de dire, puisque ce qu'il est en train de dire, en gros, c'est que de la même façon que l'État socialiste maîtrise l'économie, maîtrise les infrastructures, maîtrise l'agriculture, il doit aussi maîtriser la science. Un autre scientifique anglais très connu, Huxley, il lui répond de la manière suivante. Il dit en gros que même si la génétique devait dire des choses que le socialisme refuse, et là, c'est la citation, il dit « Cela ne signifierait pas qu'il n'est pas exact, ni même que l'État doive l'interdire aux professeurs et aux auteurs de travaux de recherche. » Donc il continue en disant que la théorie de Lysenko, je vous lis ce qu'il dit, elle ne devient pas un fait parce que M. Shaw et l'Académie des sciences de l'URSS ont le sentiment qu'il serait agréable qu'il fût vrai. Donc Huxley, c'est ici la voie de la raison. Lorsque la génétique découvre quelque chose, lorsque la génétique découvre par exemple comment ça se fait que des enfants ont des yeux bleus, comment ça se fait qu'il y a certaines maladies génétiques, comment ça se fait que les petits pois jaunes et verts sont issus de lignées de petits pois jaunes et verts, ça n'a rien à voir avec une orientation politique ou une idéologie. C'est un fait. Et c'est pas parce que les socialistes trouvent que c'est désagréable comme fait que ça doit être faux. Donc là, c'est en Grande-Bretagne, mais s'il y a un pays où l'affaire Lysenko va prendre une importance encore plus grande, c'est en France. Pour une raison très simple, c'est que en France, le Parti communiste est très puissant. C'est un des partis communistes occidentaux les plus forts. Il va même participer à des gouvernements, etc. On a par exemple un journaliste communiste qui est correspondant pour les Lettres françaises, donc un périodique de gauche. Il est correspondant à Moscou. Et lorsqu'en 1948, il va y avoir ce fameux congrès durant lequel Lysenko va triompher, il titre son article par « Un grand événement scientifique, l'hérédité n'est pas commandée par de mystérieux facteurs ». Donc il y croit à 100%, il fait cet article-là, ça va jeter un pavé dans la mare en France. On a même des gens qui ne sont pas du tout scientifiques, qui ne sont ni biologistes, ni généticiens. On a des gens qui vont prendre position au nom de leur orientation communiste. Un exemple, c'est Louis Aragon. Louis Aragon, on le connaît tous, on a, pour beaucoup d'entre nous, étudié au moins une poésie au lycée. Et donc Louis Aragon, il dit la chose suivante. Il dit « Si on pose d'abord le postulat du marxisme avant d'aborder la biologie, le biologiste marxiste aura assurément un préjugé favorable envers la théorie de Lysenko qui fonde la possibilité de l'action humaine sur le vivant. » Et donc on a une citation ici qui est hallucinante parce qu'en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut poser le postulat du marxisme avant la biologie. Donc le marxisme dit mieux la vérité que la biologie. Et donc le biologiste marxiste, il aura tendance à privilégier Lysenko parce que la vision de Lysenko est plus compatible avec le socialisme. Dans un ouvrage qui s'est attardé sur cette affaire,
Il y a plusieurs communistes qui ont été interrogés de manière anonyme sur leur vision de la chose. Par exemple, je vais vous citer 2 exemples qui sont vraiment parlants. Un communiste dit « Lysenko, sa position sur le plan philosophique, elle me paraissait fort intéressante. Je me disais, je n'y connais rien, mais ce serait très bien si c'était comme ça. Du point de vue marxiste, philosophiquement parlant, ce serait très bien. » Un autre communiste dit grosso modo la même chose. Il dit « Moi qui n'y connais rien, je me disais c'est vrai que les idées que défend le Lysenko, c'est conforme à la dialectique marxiste. » Donc, jusque dans les années 50-60, tout un pan de l'intelligentsia communiste en France soutient Lysenko, même lorsqu'ils n'y connaissent rien, tout simplement parce que, selon ce qu'ils ont compris de la théorie de Lysenko, ces idées en biologie sont mieux compatibles avec le socialisme. Ben ça ne va pas durer, puisque finalement, début des années 50, Staline il change d'avis, il considère que non, il ne faut plus faire la distinction entre science prolétarienne et science bourgeoise. La science est une, la réalité est une. Et par ailleurs, Lysenko va rester dans les postes qu'il occupe, mais il va être oublié peu à peu. Et lorsque le successeur de Staline, qui s'appelle Khrouchtchev, meurt dans les années 60, Lysenko est complètement oublié. La génétique revient à l'avant-plan dans la recherche scientifique en URSS, qui va revenir à la pointe, mais en ayant perdu peut-être 20 ans dans ce drame et dans cette histoire tragique. Donc voilà, vous avez en gros les différents éléments autour de cette histoire incroyable. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce que j'estime qu'il y a des leçons pour tout le monde, et notamment pour nous musulmans. C'est quoi cette leçon-là ? C'est qu'on doit faire attention à la grille de lecture que l'on utilise, à la grille de lecture que l'on se forge. Parce que nous sommes baignés, nous, notamment les musulmans qui vivent en Occident, dans un environnement avec des doctrines, avec des valeurs, avec des idéologies. Tout ce qu'on entend avec isme, le socialisme, le libéralisme, féminisme, capitalisme, humanisme, j'en passe, c'est des pires. Donc l'être humain, il ne peut pas vivre sans grille de lecture. L'être humain, il est obligé d'avoir un système par lequel il se représente le monde autour de lui. L'être humain ne peut pas s'empêcher de penser un peu comme les gens autour de lui. On est des éponges et on s'inspire de ce qu'on pense autour de nous. Si aujourd'hui, une majorité de gens, par exemple, en France, sont pour le mariage homosexuel, et alors qu'il y a 200 ans, une majorité des gens étaient contre, ce n'est pas parce que y a eu un changement dans le cerveau des gens. C'est le contexte qui a changé. On ne peut pas s'empêcher de penser comme les gens autour de nous, dans une certaine mesure, ce n'est pas d'une fatalité. Parce qu'il faut un grand effort de réflexion, de courage, d'intégrité pour parvenir à neutraliser les biais qui affectent nos pensées. Et je pense que lorsqu'on regarde l'histoire à propos de Lysenko, ce qu'on appelle le lysenkisme, et le drame que ça a été, notamment pour Vavilov et les généticiens qui ont été tués injustement, c'est que c'est facile pour nous de voir qui avait tort et qui avait raison dans cette histoire. Parce que nous ne sommes pas communistes finalement, donc nous n'avons pas vraiment d'intérêt, nous ne sommes pas biaisés pour prendre un camp plutôt que l'autre. Donc il faut prendre des exemples où nous, en tant que musulmans, on peut être amenés à voir ce genre de comportement. J'avais déjà cité un de ces exemples, je vais le développer ici, je l'avais cité dans l'épisode sur les miracles scientifiques, c'est les travaux d'un savant yéménite qui a travaillé en Arabie Saoudite, qui prétendait dans les années 2000 qu'il pouvait guérir du sida avec, on va dire, des éléments, des techniques labellisées, avec des guillemets, islamiques. L'eau de Zamzam et d'autres éléments du genre. Bon, ce qu'il a avancé, c'était basé sur des expériences pour le moins bâclées, pas véritablement contrôlées par des pairs indépendants, basé beaucoup sur des ressentis, des intuitions, un charisme. Et lorsque, par exemple, il y avait le chef du service d'immunologie à l'hôpital universitaire de Jeddah, en Arabie Saoudite, Jamil El-Mourales, il raconte qu'il va voir pour contrôler les résultats, pour voir, parce qu'il était un petit peu sceptique quand même. Et donc il est choqué parce que lorsqu'il va regarder les échantillons sanguins et qu'il les contrôle, il se rend compte que le virus du sida est toujours là. Or, Zendani, fort de ses pseudo-découvertes, a dit à certains patients qui avaient le sida que c'est tout. Ils pouvaient retrouver une vie intime avec leurs épouses parce que le virus n'était plus là. Or, c'était faux. D'ailleurs, c'est pour ça que Jamil El-Morales dira
il sera vraiment furieux et il dira que s'il était ministre de la Santé, il aurait mis Zindani en prison. Donc, à cette époque-là, beaucoup de musulmans, même intelligents, cultivés, etc., ont été aveuglés. Moi, je me souviens, c'était en 2006, je pense, on était devant la télé, devant Al Jazeera, parce que c'est passé sur Al Jazeera. Il est venu en prime time, en direct, discuter de ses découvertes, et on était tous, on était tous fascinés, impressionnés, on y croyait, parce que finalement, on avait envie d'y croire. Donc pourquoi est-ce que c'est un parallèle intéressant avec l'histoire de Lysenko? Parce que de la même façon que Lysenko, plutôt que passer par on va dire des expériences rigoureuses, contrôlées, etc., il avait préféré parler aux médias. De la même façon, Lysenko, lui, avait parlé au journal soviétique de référence qui s'appelait, je ne sais pas s'il existe encore, mais s'appelait la Pravda. Et Lysenko a aussi fondé ses propres médias de la même façon que Zindani a forgé ses propres canaux de communication. Un autre point commun, c'est qu'on a envie d'y croire. Parce qu'en tant que musulman, si on pouvait montrer qu'avec l'eau Zamzam, on peut guérir du sida, ça montrerait que l'islam est fort, l'islam est vrai. De la même façon que les communistes, en France, en Grande-Bretagne, partout, se disaient si les idées de Lysenko sont vraies, c'est que la biologie socialiste est vraie, et donc le communisme est vrai. Par ailleurs, il y a un autre point commun, c'est que les personnes musulmanes, notamment Morales, le docteur du service d'immunologie de Jeddah, lorsque des personnes comme lui sont un petit peu sceptiques, lorsqu'ils disent je suis pas sûr, ça m'a pas l'air tout à fait rigoureux tout ça, bah, ces gens-là sont dénoncés comme des traîtres à la cause. De la même façon que Vavilov et des généticiens intègres ont été traités comme des traîtres. Tout ça, ça a des conséquences qui sont très fâcheuses. En effet, ça peut créer l'effet inverse de ce qui est escompté. On essaye de créer une biologie socialiste pour prouver le socialisme, et quand on se rend compte que c'était des balivernes, bah ça peut créer l'effet inverse. On a par exemple Jacques Monod, que j'ai cité plus haut, prix Nobel, qui est des sympathies communistes, qui est proche du Parti communiste. Bah lorsqu'il va découvrir, lui il va jamais y croire d'ailleurs, mais lorsqu'il va être confronté au lysenkisme, il va voir comment l'URSS rentre dans ce charlatanisme et cette pseudo-science, et lorsqu'il voit d'autres intellectuels communistes prendre le relais, il s'éloigne tout simplement du Parti communiste. J'ai cité tout à l'heure Hermann Müller qui quitte l'URSS alors qu'il était communiste. De la même façon, il y a aussi un point commun ici, c'est que lorsque des gens comme Zindani et d'autres, il y en a d'autres, développent des idées qui ne sont pas basées sur une observation rigoureuse, lorsque plus tard on se rend compte que c'était pas basé sur des résultats, pas basé sur une façon sérieuse de faire les choses, bah les musulmans peuvent avoir des doutes, peuvent se dire j'ai tellement cru que ça pouvait prouver l'islam. Et finalement, apparemment, tout ça, c'est faux. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans l'islam ? Il faut bien comprendre que la science, elle n'a pas à être idéologisée finalement. Les lois naturelles sont les lois naturelles. On les observe, on les étudie de manière rigoureuse. Nous, en tant que musulmans, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, qu'il est le législateur de toutes choses. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que la génétique dépend de certaines lois, c'est pas à nous de vouloir tordre les observations génétiques dans le sens qui nous arrange. De la même façon, si Allah subhanahu wa ta'ala veut que le sida se guérit mieux par, par la trithérapie qui aujourd'hui marche très bien, c'est ainsi. Ce n'est pas à la manière des gens qui suivaient Lysenko. Il ne faut pas regarder le camp des Occidentaux et dire non, c'est une science occidentale, c'est une science de kuffar et donc on n'y croit pas. Ici, en l'occurrence, c'est l'observation de la réalité. L'observation de la réalité, c'est la réalité telle qu'elle a été édictée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si je devais conclure, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. Les grilles de lecture que nous avons, ce n'est pas une fatalité. Les grilles de lecture que nous nous forgeons, ce n'est pas quelque chose que l'on construit et qui reste fossilisé, cristallisé, on ne peut plus rien faire. Parce que, première chose importante, lorsqu'on est conscient de ça, de notre faille, de des points faibles que l'on peut avoir, on peut travailler dessus. Par exemple, si j'ai une voiture et je sais qu'elle a un souci de frein, je ne vais pas prendre les virages à 140 à l'heure. Je vais essayer de négocier les virages en connaissance de cause. Deuxième chose, qui est très importante, lorsque l'on s'intéresse au monde autour de nous et qu'on a des hypothèses, il faut tester cette hypothèse avec acharnement, avec rigueur. Et ça, d'autant plus qu'on a envie d'y croire.
Donc si moi, par exemple, je suis scientifique dans un laboratoire et j'ai envie de croire que ma technique basée sur l'eau de Zamzam peut guérir le sida, je dois être encore 2 fois, 3 fois, 4 fois plus rigoureux que n'importe qui. Pourquoi ? Parce que je dois me méfier de ce que je fais, puisque si j'ai envie d'y croire, peut-être que je vais être aveugle aux indices qui montrent le contraire de ce que je veux croire. Si on prend par exemple le cas de Lysenko, etc., pas tous les intellectuels communistes ou de gauche sont rentrés comme des moutons dans les rangs communistes à croire Lysenko sur parole. Il y a par exemple Jean Rostand. Jean Rostand, il dit « Ne tombons pas dans le ridicule de politiser les chromosomes ». Il dit « De tout cela, qui fut l'occasion d'une telle débauche doctrinale, que reste-t-il maintenant ? Il ne reste exactement rien. Le mitchourinisme et le lysenkisme se sont piteusement effondrés et leurs héros sont reniés tels de vulgaires dictateurs. » Je reviens aussi au prix Nobel de biologie Jacques Monod, qui va dire, en quittant le PCF définitivement, il va dire, en définitive, ce qui ressort le plus clairement de cette grotesque et lamentable affaire, c'est la mortelle déchéance dans laquelle est tombée en URSS la pensée socialiste. Donc ce sont des personnes qui sont restées droits dans leurs bottes, qui depuis le début ont essayé d'alerter leurs camarades socialistes, mais eux sont restés inflexibles. Par ailleurs, il y a des autres personnes qui ont fait l'erreur de suivre Lysenko. Vous avez par exemple un monsieur qui s'appelle Marcel Prenant, qui est un grand cadre du Parti communiste, il faisait partie du comité central du Parti communiste français, et il est biologiste. Il est biologiste et pourtant il va défendre Lysenko. Certes, il va défendre Lysenko en prenant des pincettes, en disant que voilà, c'est peut-être pas tout à fait sûr, mais quand même, c'est prometteur, etc. Il va tourner autour du pot parce qu'il va pas oser remettre en question ce que Lysenko va dire. Finalement, il va se rendre compte que c'est des balivernes. D'ailleurs, il sera exclu du Parti communiste, mais après des années et des années où il va défendre Lysenko. Lorsqu'il va être interviewé, il va dire la chose suivante. Il va dire, et je le cite, « J'ai écrit des bêtises, je le sais très bien. J'essayais de trouver une troisième voie. Je me disais, c'est pas possible que des gens qui ont la qualité d'esprit, de réflexion et de matérialisme qu'ont les soviétiques, car même du point de vue matérialiste et dialectique, l'histoire de Lysenko est une folie. Il n'y avait aucune découverte, il n'y avait rien. Pendant quelque temps, j'ai cherché une voie, je me disais, où est la faille ? J'ai essayé de faire avaler ça de toutes les façons. » Donc, certes, ce n'est pas vraiment à son honneur, mais ce qui est à son honneur, c'est qu'il s'est rendu compte de son erreur et qu'il a essayé plus tard de corriger son erreur. La conclusion de la conclusion, c'est quoi ? C'est que étudier ce genre d'anecdotes historiques ne doit pas juste nous faire méditer sur les erreurs des autres et les erreurs commises par les autres et les erreurs commises par les chrétiens, les athées, les communistes ou que sais-je. Certes, on peut méditer là-dessus, mais la première chose importante, c'est que ça doit servir à ce que nous améliorons, nous. Que l'on puisse étudier nos biais, nos points faibles, travailler sur notre grille de lecture pour qu'elle se rapproche le plus possible de la réalité vraie. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental sur le projet que je porte, le projet Critérium. Projet Critérium qui porte en lui-même la racine de l'esprit critique. Critérium, critique. C'est quelque chose que je considère de très important. C'est quelque chose sur lequel on reviendra, Inch'Allah, souvent. Par exemple, grâce à des anecdotes historiques comme ce qu'on a fait aujourd'hui, mais également grâce à beaucoup de connaissances qui ont été accumulées sur le sujet et que j'aurai le bonheur, Inch'Allah, de vous présenter via les podcasts et via les publications sur Instagram et Facebook. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des critiques constructives. Je les lis avec attention, je n'y réponds pas forcément, mais j'essaie de m'en imprégner pour améliorer les choses suivantes et éclairer ou éclaircir d'éventuels malentendus. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah, pour un autre épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.